Bonjour. Merci d'être là, bienvenue. Et, je voulais poser comme première question, je voulais commencer par la phrase du début du film, qui ouvre le film, cette évocation du merle qui vit entre les deux mondes. Et du coup, la notion en fait du seuil abordé par le film, ou les différentes plutôt, je dirais, notions de seuil abordées dans le film. Oui, bonjour. Oui, en fait, le film a été construit à plusieurs aspects, comme un lent passage de l'autre côté de la vie. Et donc, le merle siffle à des heures de transition, du jour à la nuit et de la nuit au jour. Et ça me semblait juste par rapport à cette maison et même à la lumière dans laquelle il baigne, comme ça, crépusculaire, qui paraît être ni jamais vraiment la nuit, ni le jour. Enfin, il y a toujours une sorte d'entre-deux, comme ça, d'entre-deux mondes un peu. On dirait aussi le seuil entre le système, un monde capitaliste et un autre moyen de vivre, en opposition à soi. Aussi, ouais. Et par rapport à l'horizon philosophique du film, assez pessimiste, qui m'a fait penser, notamment aussi esthétiquement, au Diable probablement de Bresson. Et par rapport plutôt au discours philosophique, à un philosophe anglais, Mark Fisher, qui a écrit un essai important, très important sur l'aujourd'hui, qui s'appelle Réalisme capitaliste, dans lequel il dit en gros la phrase la plus connue et iconique, c'est que désormais on vit dans un monde où désormais a gagné l'idée qu'il peut pas y avoir, il n'existe pas d'alternative au capitalisme. Qu'en fait, c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Ouais. Tout le monde pense que cette phrase c'est de Zizek, mais en fait c'est de Mark Fisher. Je voulais savoir si soit ce philosophe anglais, soit Robert Bresson, et notamment les derniers films de Robert Bresson, étaient des inspirations pour vous. Le philosophe, je ne le connaissais pas, mais Bresson, ouais, c'est sûr que c'est une grande inspiration, et notamment ces derniers films qui sont peut-être... ils ont toujours été socialement assez durs, mais oui, il y a une inspiration même formelle de Bresson. Après, moi, ça partait de quelque chose de plus abstrait à la base d'un état, un peu d'écouter une forme d'angoisse et de violence qui nous guette dans la société et d'avoir là presque une transformation symbolique. Enfin, cette violence de la faim, le suicide collectif était pensé comme un acte presque un peu paradoxalement politique, enfin libérateur, mais aussi clairement une marque du désespoir un peu qui habite ces figures-là. Et voilà, il y avait cette idée d'un état de grand vide et de trop plein, étouffant, qui se rencontre chimiquement, quoi, presque dans la fabrication de cette bombe. D'ailleurs, je trouve aussi intéressant le fait que ces gestes symboliques de la fin, sans vouloir trop révéler, mais c'est intéressant qu'ils soient dirigés à l'intérieur, en fait, que tous les gestes politiques de ce groupe ne se dirigent jamais vers l'extérieur, mais seulement à l'intérieur, et ça tombe presque, on dirait, qu'il tombe complètement dans le vide ou dans le silence, et dans l'indifférence du monde. Ouais, le film au départ, les premières pistes de film, c'était beaucoup plus orienté comme un groupe anarchiste qui aurait des actions tournées vers l'extérieur, etc. Et au fur et à mesure de la manière avec laquelle on l'a tourné, etc., ça naturellement, cette violence paraissait plus forte, se retourner contre eux. Enfin, ils paraissaient déjà avoir atteint un stade ultérieur à toute forme de lutte ou d'engagement. En fait, c'est comme si on avait trouvé des gens qui étaient tout au bout de qui avaient peut-être manifesté ou été, je sais pas, des Black Blocs ou fait partie de Black Bloc, etc. Et qui là était arrivé à un peu un dernier stade où en fait la parole n'avait même plus du tout de pouvoir sur le réel et qui restait que comme à répondre peut-être mot pour mot au nihilisme un peu ce que eux voyaient comme le nihilisme de la société,
en étant peut-être voilà, nihilistes évidemment à leur tour, mais de manière active, parce que c'est quand même l'expression d'un désir, il me semble, d'aller au bout de quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, par rapport à la construction du film, enfin l'écriture et aussi le tournage, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez déjà un scénario très écrit ou c'était plutôt vous êtes fait inspirer pendant les tournages? C'était très chaotique. Il y avait des grandes lignes, il y avait des scènes écrites qui ont toutes plus ou moins été tournées, mais elles n'avaient pas d'ordre précis. Elles étaient écrites pour qu'elles puissent voilà, intervenir à différents moments du film. Il n'y avait pas de chronologie préétablie vraiment. Et c'est un film qui a été fait aussi très collectivement avec à la fois les gens qui ont le lieu où on a tourné, les gens qui jouent dans le film, et tout était... Voilà, il s'est vraiment nourri aussi au fur et à mesure du tournage. On était tous dans cette maison pendant 9 jours, 10 jours. Et évidemment, il y avait une observation un peu de ce qui se passait entre les gens et les gestes et voilà, tous ces gestes très simples qui étaient pour certains pas du tout écrits, etc. Ouais, ça s'appelle l'hôtel Experimenta. C'est un ancien hôtel, un lieu de passage comme ça qui est pas très loin d'ici d'ailleurs. Pas du tout en fait. C'est des amis à moi qui ont récupéré cet endroit et qui font plein de choses diverses et belles et qui m'ont accordé gentiment le droit de tourner là-bas. Mais il y a un truc un peu c'est vraiment un lieu de passage aussi. Enfin, on sent que c'est un ancien lieu de passage et c'était cohérent avec la forme du film et une sorte d'entre-deux mondes un peu. Un truc un peu perdu. Moi, j'avais une question par rapport à l'utilisation de la parole dans le film. C'est-à-dire que il y a une négation d'un côté, au moins de la parole, dans sa dimension dialogique, des dialogues, mais en même temps, il y a quand même des paroles, et j'ai l'impression aussi que ce travail, ce double travail, d'un côté de négation d'un dialogue et de l'autre côté, ça fait résonner encore plus, ça donne encore plus d'importance aux paroles en fait qui sont quand même présentes dans le film, soit les textes, soit ce qu'on entend à la radio par exemple. Ouais. Je sais pas très bien quoi dire, mais enfin il y avait il y a un personnage qui a un rapport peut-être plus intime, celui qui est écrit dans ce journal. Il y a la présence de cette radio qui est comme un lien, quand même, une sorte de petit pont avec l'extérieur et qui nourrit peut-être encore plus leur trajectoire. Et ensuite, il y a, il y a une référence à Debord sur ce qui est écrit sur la bombe, qui sont un peu peut-être des quelques points de repère, parce qu'ils sont au bout de quelque chose, mais il y a toujours besoin de quelques repères, même à la toute fin, je pense. Et toujours par rapport aux paroles, je voulais vous poser une question par rapport à la chanson finale, chantée par Jean Moreau, Absence répétée. Ouais. J'aime beaucoup cette chanson et j'aime beaucoup le film dans lequel je l'ai découverte surtout, qui est Absence répétée de Guy Gilles, qui est une autre forme de quelqu'un qui va au bout de quelque chose d'assez triste, mais qui est aussi un film très romantique, je pense. Et finalement, les paroles, enfin certaines paroles de la chanson rejoignent complètement les stations du début. Ouais, je pense qu'il y a... c'était nécessaire aussi d'avoir un moment, quelque chose qui vienne un peu briser ce silence, ce poids, de manière plus douce aussi. Parce que je pense qu'il y a de la douceur aussi dans le film. Absolument. Qui est recherchée. Justement, je voulais vous poser une question par rapport à ça, c'est-à-dire que vous accordez une importance extraordinaire aux gestes, aux petits gestes, notamment au plan des mains, et petite attention aussi des uns vers les autres. Et je voulais vous demander, j'ai eu l'impression en tout cas que cette attention-là à ces petits gestes, c'était d'un côté, donner en tout cas une idée de tendresse, de douceur entre les personnages, mais aussi ça concernait votre regard vers eux, comme si d'un côté vous souffrez avec eux, mais avec les personnages, et en même temps vous voulez aussi leur donner des petits moments d'empathie, proximité. Déjà c'est que des amis proches qui jouent dans le film, donc c'était assez
enfin voilà, je les aime beaucoup, donc c'était, et je voulais que, enfin je voulais, ça s'est fait plutôt naturellement, mais encore une fois, je pense que c'est fait de tout, ça peut pas être trop. Disons, il y a toujours de la tendresse jusqu'au bout. Enfin, puis il faut manger, puis il faut. Non, je le demande parce que parfois, enfin, surtout dans le cinéma contemporain, il y a beaucoup de films qui accompagnent leur vision plutôt pessimiste avec une modalité de mise en scène, de filmer les personnages qui restent soit très froides, cyniques, et qui en fait rien, qui donne rien au personnage, qui on dirait presque qu'il les méprise. On pourrait parler par exemple d'Haneke ou d'autres cinéastes d'aujourd'hui. Non, ça, je sais pas, mais ça, je pense. C'est une position morale. Je ne serais pas capable, même, je pense que c'est un certain talent aussi d'arriver à être peut-être si détaché à un point de. Voilà, c'est dur de mépriser un peu les gens. Enfin, voilà, c'est mes amis, je les aime et j'aime leurs gestes, leurs regards, etc. Donc j'essaie de faire au mieux pour faire ressortir ça. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.